Je suis avec deux spécialistes de la sécurité alimentaire. Je vous les présente. Gabrielle Plamondon. Bonjour, Gabrielle. Bonjour, Stéphane. Et Catherine Villeneuve. Bonjour. Qui a des racines léonardiennes. Ben oui. Comment ça? Ta maman est venue à l'école ici? Oui, à la découverte. Puis c'est ça, ma famille, du côté de ma mère, ils viennent du coin, donc de Saint-Léonard d'Aston. OK. Et oui. Puis Gabrielle, toi, tu n'as pas de lien avec Saint-Léonard? À Saint-Léonard, non. Moi, je viens de Trois-Rivières. Bon, on va t'accepter quand même. c'est Je suis content de vous rencontrer parce que toi, Gabrielle, explique-nous, qu'est-ce que tu fais comme métier dans la vie? Moi, dans le fond, Stéphane, je suis nutritionniste. Je travaille pour la direction de santé publique du CIUS, Mauricie Santé Québec. Donc, l'entité qui gère les services sociaux et la santé, exactement. pour nos deux territoires. Exactement. Puis plus spécifiquement, moi, je suis à la santé publique. Fait que dans le fond, je travaille en promotion de la santé, prévention des maladies chroniques. Donc, avant que les gens tombent malades pour favoriser des comportements qui sont sains. Puis, avec mon expertise plus de nutritionniste, bien, je travaille à la promotion de la saine alimentation. La saine alimentation pour tous, là, je tiens à ajouter ça aussi parce que le gros de mon mandat, c'est la sécurité alimentaire, justement. Okay. Puis on va définir c'est quoi tantôt. Oui. Puis juste comprendre, parce que moi j'aime ça savoir pourquoi les gens font ce qu'ils font dans la vie. Oui. Pourquoi avoir étudié? Parce que là, t'as un doctorat, toi? Non, j'ai une maîtrise. Ben, je me suis arrêtée là. Ben oui. Pourquoi avoir étudié dans ce domaine-là? C'est une bonne question. En fait, quand je suis allée en nutrition, à la base, on dirait que le choix logique, je me disais tout le monde mange, puis j'aime tellement ça, tu sais, bien manger, cuisiner, que les gens autour de moi s'alimentent bien. Fait qu'on dirait que je me suis dit, je vais essayer ça. Puis pourquoi j'ai choisi plus la santé publique plutôt que, tu sais, le curatif ou travailler avec les gens en individuel. J'aime la portée que ça a de travailler avec plus des milieux de vie, des milieux de travail, des milieux, les communautés, tout ça, pour avoir un impact peut-être plus large, pour que les gens, en général, fassent des meilleurs choix ou aient accès à des aliments là, qui sont sains. Intéressant. Oui. Catherine Villeneuve, là, je cherchais sur toi pour découvrir que tu es anthropologue. Oui. Ben là, qu'est-ce que tu fais en sécurité alimentaire, ma chère? Ben, définir l'anthropologie, c'est une formation universitaire. Là, sociologie, anthropologie. C'est semblable quand même, c'est quoi? C'est sociologie, anthropologie. l'étude des sociétés? Oui, c'est l'étude de la diversité humaine, autant culturelle que biologique. Moi, je suis vraiment plus du côté diversité socioculturelle. Donc, puis moi, je m'intéresse à tout ce qui touche l'alimentaire puis l'environnement. C'est pour ça que je me suis retrouvée à travailler en lien avec l'alimentaire puis la sécurité alimentaire. Mais en fait, c'est ça, moi, je me suis spécialisée à la maîtrise. J'ai pas fait de doctorat non plus. Sur une filière à l'alternative des chocolats puis un peu les valeurs qu'il y avait derrière. Bref. Filière, au niveau de comment qu'on allait chercher le produit dans un pays en développement? Bien, en fait, c'est des chocolatiers qui mettent de l'avant la notion de terroir. Donc, moi, je trouvais ça super intéressant parce qu'ils font du commerce direct souvent avec les producteurs de cacao. Puis, c'est vraiment une autre vision de qu'est-ce que c'est que cette matière première-là. Puis, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est un peu comment est-ce que, en tant qu'humain, on catégorise un peu des ressources qui sont naturelles en tant que des aliments dans un système alimentaire culinaire puis tout. Puis, tout ce qui était la notion de système alimentaire, ça m'a vraiment interpellée. Puis là, c'est là-dessus que je travaille. Fait que c'était vraiment une vraiment belle chance pour moi de travailler ici parce que c'est ça, le système alimentaire, c'est quelque chose qui est composé et de ressources naturelles et d'humains au final. Ben oui. Puis comment tout ça s'entremêle, mais je trouve ça passionnant. Parce que de ce qu'on va parler, de comprendre, puis les gens nous regardent, c'est notre gang d'universitaires qui parle on va parler pour que ça se fasse comprendre. Mais ce que je comprends dans ce que tu me dis, appliqué à l'alimentation, il y a des éléments macro qui font que qu'est-ce que j'ai sur ma table aujourd'hui, le macro va influencer ce que j'ai à manger aujourd'hui. C'est Absolument. Ce que je comprends? Oui. Donc, la disponibilité, comment c'est fait, les produits qui sont ajoutés, les gens, comment sont payés, comment c'est produit. Exactement. Il y a une dimension là, systémique à ça. Là. Oui. Okay. Puis exactement. Tu as très bien décrit. Donc, on va faire des définitions à ce moment-ci. Vous m'avez mentionné tous les deux être en sécurité alimentaire. Bon, la première vue, sécurité alimentaire, être en sécurité, moi, c'est qu'on ne porte pas atteinte à mon intégrité physique, mon intégrité mentale. Mm-hmm. Mais comment on peut accoler le terme sécurité à alimentation, Gabrielle? Bien, c'est une excellente question. En fait, il y a beaucoup de gens avec qui je travaille, peut-être qui sont moins dans le milieu, qui
qui mélangent ça avec la salubrité alimentaire, là, tu sais, Ben hygiène oui, on a et le salubrité. MAPAC là, qui inspecte Oui, les restaurants. c'est ça, exactement. Il y en a qui pensent que je viens du MAPAC, mais c'est vraiment pas ça, en Ben, fait. ils ont le droit de faire ce Oui. qu'ils font. Là. Oui, oui, mais oui. tu sais qu'on mange nos Absolument. aliments soient sécuritaires. C'est super important. Salubre, Ouais. c'est plutôt le terme salubre. Oui, exactement. Mais la sécurité alimentaire au sens où nous, en fait, c'est dans notre mandat, c'est vraiment, en fait, puis là, on a vraiment une lunette populationnelle. Quand on parle de sécurité alimentaire, on parle à l'échelle populationnelle. C'est quand tous les citoyens et citoyennes d'une population donnée, ils ont accès là, physiquement et économiquement à une nourriture qui est suffisante, qui est saine, qui est nutritive, puis qui leur permet de répondre à leurs besoins nutritionnels pour être en santé, vivre en santé, mais aussi pour répondre à leurs préférences alimentaires. Fait que c'est... quand on est en situation de sécurité alimentaire, c'est vraiment quand les gens ont les moyens, en fait, de s'alimenter. C'est ça, Et est-ce que de bien s'alimenter? Oui, l'alimentation saine fait partie là, de la définition. Puis il y a aussi d'autres composantes là, qui sont incluses quand on parle de sécurité alimentaire. Là, par exemple, les gens ont les capacités d'aller acquérir eux-mêmes leurs aliments. Ils ont accès à de l'information pour faire des choix éclairés. Puis il y a aussi la notion de système alimentaire durable là, quand on veut parler d'un territoire en sécurité alimentaire. Okay. Mais là, Catherine, là, je vais faire l'avocat du diable. On est tous bien portants relativement au Québec. Tu sais, moi, j'ai été élevé dans les années 80, je suis né dans les années 70, mais là, on voyait des images des pays africains, les gens, malnutrition extrême, des gens qui littéralement mouraient de faim. On n'a pas ça au Québec. Est-ce qu'on peut, même à première vue, on est alimenté au Québec. Ouais. La majorité de la population n'est pas en perdition. Là. Bien, en fait, on produit quand même beaucoup, on importe aussi, on aurait assez de bouffe pour tout le monde, mais il y a quand même des inégalités sociales qui se creusent et se reproduisent. Donc, puis je pense, j'écoutais justement une entrevue avec Jessica Dufresne qui disait qu'au Canada, qui travaille pour le regroupement des cuisines collectives du Québec, puis qui disait que, je pense que selon la dernière étude Vanier, c'était 1 personne sur 8 au Canada qui était en état d'insécurité alimentaire. Okay. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis en fait, c'est ça, je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de créer des réseaux de collaboration parce que c'est incohérent au Québec d'avoir autant de richesses, mais en même temps autant d'inégalités. Donc, comment est-ce qu'on crée un réseau de collaboration pour faire en sorte de ne plus laisser justement de côté des personnes qui sont défavorisées puis marginalisées? Donc, on a la masse. On a une pizza, mais on la partage mal. Exactement. Puis la pizza, mettons une bonne pizza. Je tiens à ajouter juste un petit détail. Quand on parle d'insécurité alimentaire, il faut se sortir de la tête de la personne qui meurt de faim, qui est maigre comme ça. L'insécurité alimentaire, c'est un spectre. Là. Dans le fond, il y a plusieurs niveaux. Puis ça peut être d'avoir l'incertitude d'être capable de s'acheter de la nourriture. Fait que ça, c'est quand même une insécurité alimentaire légère, mais quand même, c'est une situation de stress pour la santé psychologique et physique. Là. Et le surpoids peut être même une illustration d'une insécurité alimentaire, dans le sens que je m'alimente mal avec des aliments riches en sel, en sucre, en gras. Oui, bien, fait que c'est reflet de... Parce que j'ai pas les moyens nécessairement de m'acheter des fruits ou des légumes. C'est possible, exactement. Tu sais, souvent, ceux qui n'ont pas le revenu suffisant pour avoir un budget qui est adéquat pour l'alimentation vont se tourner vers la quantité plutôt que la qualité, comme tu l'as bien nommé, Stéphane. Fait que là, ça peut vraiment faire ça peut mener à une alimentation qui est peut-être moins saine, puis oui, effectivement, là, ça peut avoir des impacts sur la santé. Puis souvent, c'est ça, les mauvais, la malbouffe est souvent moins chère tout le temps moins chère que la bonne bouffe. Que les aliments de base. Et là, on parle de réseau pour la sécurité alimentaire. Ça, est-ce que vous êtes dans ce réseau-là tous les deux? OK. Puis c'est-tu régional, ce réseau-là? Oui, absolument. Donc, ça couvre tout le centre du Québec, donc dont les MRC de Bécancour, Nicolet, Yamaska, mais aussi Drummond, Arthabasca puis l'Érable. Puis en fait, le réseau, là, notre but, c'est vraiment de concerter puis de réseauter les personnes qui font des actions en sécurité alimentaire, puis qui font partie du système alimentaire, puis toutes les personnes aussi, puis les acteurs qui soutiennent finalement ce réseau-là. Fait qu'on peut parler de tout ce qui est les acteurs qui touchent le cycle de vie de l'aliment, donc de la production jusqu'à la distribution, transport, consommation, valorisation des matières résiduelles. C'est pas toujours des acteurs qui sont faciles à mobiliser parce qu'ils sont dans le domaine privé, fait qu'ils veulent pas toujours venir s'asseoir avec nous autour d'une table, mais quand même, on trouve des moyens diversifiés d'essayer de les intégrer dans les projets. Puis, parce qu'à première vue, moi, j'aurais pensé,
les intervenants étatiques, là, comme vous autres, des gens qui travaillent pour la fonction publique. Puis, mais on peut penser aux organismes communautaires. Exactement. Par exemple, à Ludolette, ici, qui a fait de la distribution alimentaire. Ils sont d'ailleurs sur le réseau. Il y a des cuisines collectives à Nicolet. Il y en a même une ici avec les... Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Je rencontrais Annick, l'animatrice de vie spirituelle d'engagement communautaire à la découverte, qui a initié un projet de cuisine collective avec des élèves qui vont à la Ludolette, à la cuisine là-bas, pour faire... Elle a dit ça, on fait des aliments par les élèves, pour les élèves. Fait qu'il y a des jeunes qui vivent, qui n'ont pas nécessairement des super gros revenus, qui ont de la misère à bien s'alimenter. Donc, il y a des jeunes qui vont faire à manger à Ludolette puis qui ramènent ça à l'école. Ouais. C'est eux qui choisissent ce qu'ils font, en plus. Fait que là, ils sont en collaboration. Fait que ça, c'est une belle... Donc, moi, j'avais... ferme ma parenthèse. Les gens, ils savent, là, j'y referme tout le temps les parenthèses, mais ce que je veux dire, moi, j'aurais pensé à première vue, oui, les intervenants du gouvernement, oui, les organismes communautaires, mais vous voulez aussi avoir des gens issus du privé. Bien, en fait, c'est le but du réseau, là, c'est vraiment je vais commencer par le début, là, des fois je passe des chiens, mais... Ben oui. Comment c'est né, hein, le début? Oui, un petit historique, bien sûr. En fait, là, il y avait au Centre du Québec là, une volonté largement partagée par plein de types d'acteurs, que ce soit la table des MRC là, qui regroupe les 5 MRC du Centre du Québec, par un organisme comme le CRDS, donc le Comité régional de développement social au Centre du Québec, mon organisme, la TIRIS-HV, donc Table intersectorielle régionale Anciennes habitudes de vie du Centre du Québec, un très long acronyme, puis la Direction de santé publique, qui se disait, coudonc, on dirait qu'on travaille tous pour la même affaire. On veut assurer la qualité de vie des citoyens. On veut favoriser l'accès à une saine alimentation. On veut que les gens soient en santé. On veut qu'il y ait moins d'inégalités sociales. Ça passe par où? Bien, ça passe notamment par assurer la sécurité alimentaire pour tous les citoyens. Mais par où on commence? Est-ce que souvent, la responsabilité est beaucoup mise sur les individus, mais il faut qu'on travaille aussi en amont. Tu sais, c'est correct d'assurer la capacité des individus à se débrouiller dans le système alimentaire, à savoir cuisiner, budgéter, etc. Mais si le système alimentaire lui-même a des incohérences, bien, qu'il y ait de l'inflation en monstre ou qu'il y a des déserts alimentaires, par exemple, des quartiers entiers où il n'y a pas de commerce d'alimentation, même des municipalités où il n'y a pas de commerce diversifié d'alimentation, bien, comment les gens font pour se retrouver là-dedans? Puis comment nous, en tant qu'acteurs structurants, on peut avoir un pouvoir d'action là-dessus en mettant les bonnes personnes autour de la table? Fait que c'est un petit peu ça le but du réseau. C'est vraiment de dire, bien, comment est-ce qu'on peut, en se mettant tout le monde ensemble, multiplier l'effet de nos actions, puis avoir vraiment des actions multiniveaux, aller chercher les bons acteurs pour les mettre autour de la table, puis faire des projets qui ont de l'impact sur les citoyens. Puis là, Gabriel, on dit, bon, désert, pas dessert. Ça, c'est d'autres choses. Désert alimentaire. C'est quoi, ça, un désert alimentaire? Bien, en fait, la définition officielle ne fait pas nécessairement consensus, mais en fait, c'est en milieu urbain, ça peut être une municipalité qui est dans le fond, qui est considérée comme à indice de défavorisation élevé. Donc, c'est très défavorisé comme municipalité, puis qu'il n'y a pas de commerce d'alimentation dans cette municipalité-là ou dans ce grand quartier-là. Fait que dans le fond, les gens n'ont pas accès géographiquement à un commerce d'alimentation puis doivent aller plus loin. Okay. Fait que ça, c'est un désert alimentaire. Puis on en a. Exemple, ici à proximité, on a des villages que si on veut acheter une pinte de lait, il faut prendre son auto. Oui, exactement. Puis il n'y a pas nécessairement de transport en commun qui permet de sortir de ton village. Donc, quand on parlait de travailler sur le système, moi, je demeure, je ne sais pas, moi... Je vais donner un exemple, on va essayer d'en trouver un. Saint-Sylvère n'a plus maintenant de commerce qui offre d'alimentation. Bien, je demeure à Saint-Sylvère. Le système économique fait en sorte que c'est pas de ma faute. Moi, je reste là, j'ai le droit de rester là, mais je n'ai pas accès à pied à du lait, du pain. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est rendu quasiment une obligation d'avoir du transport individuel, un véhicule. Fait que là, ça engendre des coûts. Fait que, ça, c'est pas quelque chose qui facilite justement ça rajoute à l'inégalité. Exactement. Oui. Ouais. OK. Fait que là, il faut travailler là-dessus. Oui. Puis de soutenir des initiatives. Par exemple, moi, je trouve ça extraordinaire ce qu'ils ont fait à Aston Junction. Oui, le petit dépanneur. Ben oui. Il y a déjà eu un dépanneur à Aston Junction, puis il y a des gens impliqués dans le dépanneur qui étaient les propriétaires du dépanneur anciennement. Madeleine, je ne sais pas si... Madeleine Jutras. Je ne suis pas en contact direct, mais moi, je les connais bien. Ben Donc, oui. Madeleine, elle s'implique beaucoup dans le dépanneur. Mais ça, comme vous autres, vous avez
appuyer de ce genre d'itinéraire? Le réseau va appuyer ce genre? Oui, puis le CIUS a financé un peu, je pense, pour les équipements, pour qu'ils cuisinent des aliments et des repas sains là, et tout ça. Là. Fait que oui, c'est le genre d'initiative qu'on appuie. Là, Puis quand on parle d'impact systémique, est-ce qu'il y a des gens, je ne veux pas vous coincer, là, mais autour de cette table-là dans le réseau, est-ce qu'il y a des gens du milieu de l'éducation? On essaye, mais c'est sûr qu'on est en contact avec eux, mais c'est difficile des fois de se mobiliser parce qu'ils sont tellement dans l'urgence en ce moment que quand ils peuvent, ils viennent, Ouais. mais c'est pas toujours possible. Mais tu sais, nous, on est quand même en contact avec eux, puis on a fait justement, en fait, le premier projet qui est né, qui a fait un peu naître le Réseau pour la sécurité alimentaire, le RSAC, c'était un projet de portrait diagnostic là, du système alimentaire durable au centre du Québec. C'est qui les acteurs du système alimentaire, puis c'est quoi les actions qu'ils mettent en place. Puis il y a notamment des questionnaires qui avaient été distribués aux établissements scolaires. Puis ça, ben c'est par exemple, des questionnaires sur est-ce que vous considérez, par exemple, que le contexte d'alimentation est convivial? Est-ce que ça permet aux enfants puis aux élèves de prendre le temps de bien manger, de socialiser, de commencer, c'est quoi l'espace, ça a l'air de quoi? Est-ce qu'il y a de la lumière, par exemple? Tous ces éléments-là. Est-ce qu'ils sont capables de remplir leurs bouteilles d'eau, par exemple, à des fontaines? C'est quoi l'offre alimentaire dans l'école? Donc, toutes les questions comme ça. Fait qu'on a fait une analyse, puis on l'a montré un petit peu. Okay. On est allé voir les centres de services scolaires pour leur expliquer c'est quoi un petit peu l'état des lieux. Donc, on est en contact avec eux pour ça, puis pour mobiliser aussi les établissements scolaires, parce qu'il y a plein d'offres de services qui existent. Ouais. Il y en a vraiment plein. Fait que nous, notre rôle aussi, c'est de mettre en lien il y a plein de beaux projets qui se font à l'échelle provinciale. Fait que nous, c'est un petit peu d'aller chercher ces acteurs-là, puis dire, regardez, localement, on pourrait mettre en place ce projet-là où il y a cette offre de service-là, c'est gratuit. Parce que moi, ma question était un peu, entre guillemets, plantée, parce que moi, je ne sais pas si je me trompe, Gabrielle, mais l'habilité de se faire à manger, elle s'est perdue. Je ne veux pas généraliser, mais il y a c'est quand même des principes de base de comment s'alimenter, comment se faire à manger. Donc là, tu vas vers des aliments préparés, plus coûteux encore. Plus facile à manger. Puis c'est de là, j'identifiais le milieu scolaire comme un endroit où on peut apprendre, rejoindre tout le monde, dire comment qu'on fait ça, un pâté chinois? Oui, absolument. Hein? Ça passe par le milieu scolaire, c'est vraiment la clé. Puis, tu sais, c'est ça, historiquement, il y avait des cours d'économie familiale. D'économie familiale, puis ça, c'était... J'étais assez vieux pour avoir connu ça. Nous, malheureusement, non. J'aurais aimé ça connaître ça, mais c'est ça, tu sais, ça passe vraiment par l'apprentissage, le développement des compétences, puis l'âge, tu sais, les jeunes d'âge scolaire, c'est vraiment un âge crucial, justement, pour développer ces compétences-là, ces connaissances-là, en lien avec la saine alimentation, puis la cuisine et tout ça, là. Donc, oui, effectivement. Fait que ça, c'est un facteur qu'on pourrait travailler. Et là, il y a eu un événement, tu me parlais, Catherine, de réunir des gens autour d'une table. On s'est réunis le 1er novembre 2023 à Saint-Wenceslas, dans la salle communautaire de l'endroit. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait là à Saint-Wenceslas? Parce que moi, c'est là que je vous ai découvert. Je ne vous connaissais pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Wen le 1er novembre, excuse-moi? Bien oui, on a fait venir en fait là, Jessica Dufresne du réseau des cuisines collectives, puis Mélanie Lamoureux aussi du réseau des cuisines collectives. Du regroupement, oui. Du regroupement, merci. Pour nous parler de droit à l'alimentation. Parce qu'une de nos actions au réseau pour la sécurité alimentaire, c'est d'entretenir une lecture commune de certains concepts qui peuvent nous outiller des fois ou qu'on parte un peu tous avec les mêmes notions. Puis on trouvait que le droit à l'alimentation, bien, c'était super intéressant pour nos membres de savoir, bien, ça mange quoi en hiver? Et puis en fait, là... C'est bien choisi comme expression. Ouais! Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben oui. Donc, c'est ça. Puis donc, Jessica et Mélanie sont venues nous présenter leur projet là, de droit à l'alimentation. Puis donc, pour bonifier leur projet de loi cadre... Donc, je pourrais... Ben oui, expliquer c'est quoi. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, en fait, le regroupement des cuisines collectives, tu sais, je vais parler peut-être un petit peu de l'historique là, du droit à l'alimentation. Le regroupement des cuisines collectives du Québec, c'est vraiment les membres du regroupement, c'est vraiment des agentes pour la transformation sociale au Québec. Puis c'est leur cheval de bataille depuis plusieurs années déjà de militer pour la reconnaissance du droit à l'alimentation. Ça, en fait, c'est que ça permettrait à tous et toutes d'avoir accès physiquement et économiquement à une alimentation qui est adéquate
en tout temps et en tout lieu. Fait que là, on parle de sécurité alimentaire, mais pourquoi le regroupement des cuisines collectives préfère parler du droit à l'alimentation plutôt que de sécurité alimentaire? C'est que en fait, ça vient obliger le gouvernement à réaliser les droits fondamentaux, en fait, des citoyens et citoyennes, parce qu'on s'entend que manger, c'est quand même un besoin de base. C'est un besoin fondamental que tout le monde, on doit être capable de faire, avoir les moyens de faire. Fait qu'ils militent vraiment pour ça. Puis de parler de droit à l'alimentation, ça vient comme obliger le gouvernement à ça, dans le fond, reconnaître ce droit-là. Puis ça ouvre la porte aussi au développement de politiques publiques puis de lois qui viennent respecter ce droit à l'alimentation-là. Fait que si on veut, l'image qu'on aime bien là, depuis qu'on a rencontré le regroupement, c'est de dire que c'est comme le petit chapeau juridique sur la sécurité alimentaire, le droit à l'alimentation. Puis ils rédigent, le regroupement des cuisines collectives sont en train de rédiger un projet de loi cadre. Puis c'est de ça qu'ils sont venus nous parler aussi le 1er novembre dernier. Tu veux que je te laisse poursuivre sur Bien le sûr. projet? Bien oui, donc c'est ça, en fait, le regroupement, ce qu'ils ont fait, c'est des consultations à travers tout le Québec pour savoir qu'est-ce qu'on devrait inclure dans ce projet-là de loi cadre. Parce qu'en fait, s'il y a une loi cadre, un projet de loi cadre qui est déposé au gouvernement, bien, ce que ça fait, c'est que, en fait, ça serait, puis la façon dont Jessica Dufresne l'expliquait, qui est avocate d'ailleurs, ce serait comme une loi parapluie. Donc, par exemple, en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'en ce moment, le Canada a pris un engagement dans le droit international pour appliquer le droit à l'alimentation, mais il n'y a aucune loi contraignante, que ce soit au Québec ou au Canada, qui permettrait, par exemple, à une personne juridique de dire « Mon droit à l'alimentation est bafoué, je voudrais poursuivre le gouvernement en cours, par exemple. » À tel endroit, C'est ça. j'ai pas accès, donc ça. je vis une discrimination. Exactement. OK. Donc, il n'y a pas de recours en ce moment juridique pour ça. Donc, s'il y avait un projet de loi cadre, ce que ça ferait, c'est que la loi parapluie, elle percolerait dans les ministères puis pour que chaque ministère fasse son devoir puis examine, comment est-ce que cette loi-là ou ce projet de loi-là contrevient au droit à l'alimentation. Puis on peut penser à des exemples, par exemple, comme, je sais pas, l'accès à des lieux de pêche, par exemple, peut-être que, ou à certains, quand on parle de toute la question d'autonomie alimentaire, quand on parle voilà. Ben oui, mais je viens de flasher, exemple, parce que c'est sûr qu'on est d'une économie mixte. Hein? Il y a des gens qui se lancent en affaires. Moi, je déplore beaucoup qu'il n'y ait pas de dépanneur ou d'épicerie dans tel village. Je peux bien le dire, mais je ne peux pas obliger un entrepreneur à aller là. Puis pourquoi il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a souvent pas la rentabilité, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas assez de monde, etc., etc. Mais dans cette optique-là, exemple, le gouvernement pourrait développer des crédits d'impôt pour des gens qui vont investir en alimentation, pour ouvrir un restaurant, pour ouvrir une épicerie dans des milieux où qu'on identifie comme désert alimentaire. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être dans le loi cadre, ça. Oui, Que des crédits d'impôt qui découlent de ça. Bien, en fait, ce ne serait pas directement dans la loi cadre, mais en révisant les lois en fonction de la loi cadre, là, ça pourrait être une conclusion qui est tirée. Par exemple, quelles mesures on peut mettre en place pour favoriser l'accès à l'alimentation en vertu du droit à l'alimentation. Donc, puis il y a plein d'autres types d'initiatives aussi qui pourraient être mises en place. On peut parler de, par exemple, peut-être des financements pour des épiceries solidaires qui sont menées par la communauté. L'économie sociale. Exactement. Donc, oui. Puis moi, je sais pas, Gabrielle, je sais pas si tu dois. Toi, tu es un employé du CIUS, tu dois t'exprimer publiquement. Moi, je vais le donner le droit. Puis tu me diras ce que tu en penses. Souvent, on a des lieux publics qui, en dehors de leurs heures d'ouverture, sont pas ouverts. On a des cuisines dans des cafétérias scolaires, on a des cafétérias très bien équipées dans nos hôpitaux. Est-ce qu'on pourrait convertir ces lieux-là? Oui, nourrir les gens qui sont à l'hôpital en ce moment, mais on pourrait peut-être utiliser ces équipements publics-là pour... Oui. Bien, absolument. Puis je pense que c'est des choses qui ont déjà été réfléchies, de faire des collaborations en ce sens, tant avec le milieu de la santé et services sociaux. C'est à nous autres. Oui, puis le milieu scolaire et tout ça. Fait que, tu sais, je pense que ça serait vraiment quelque chose qui est à développer pour les prochaines années, ça, d'utiliser ces installations-là, de mutualiser, en fait, ces installations-là quand ils ne sont pas utilisées de base. Là. Puis il y a peut-être des choix collectifs à faire. Tu sais, exemple, dans l'optique d'offrir des aliments sains à tous les enfants du Québec, ça pourrait être... Tu sais, quand tu vas à l'école au Québec, tu manges à l'école au Québec. Mais il y a des démarches en ce moment. Ça rendrait les cafétérias scolaires beaucoup plus attrayantes pour des entrepreneurs. Absolument. Parce que tu garantis 600 repas par jour à un entrepreneur.
il va plus être tenté de prendre en charge un service de cafétéria que, ben là, c'est ouvert, on ne sait pas comment il y a d'enfants qui vont manger à l'école, quand il fait beau, ils sont moins là, ils vont manger à l'extérieur, etc. Fait que c'est un choix collectif qu'on pourrait faire, ça. Absolument. De payer. En fait, on est le seul pays du G7 en ce moment qui n'a pas de programme d'alimentation scolaire universelle. Donc, puis il y a une démarche en ce moment, puis peut-être que Gabriel pourra en parler un peu mieux que moi, mais c'est ça, il y a une démarche qui vise à établir un peu, ben c'est quoi l'état de l'alimentation scolaire au Québec. Donc, il y a vraiment des rapports qui ont été produits pour voir, mais si on en voulait un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec, de quoi ça aurait l'air? Qu'est-ce qu'on mettrait de l'avant? Ben oui. Puis, ben c'est ça, c'est en cours, mais c'est des démarches qui sont assez longues, mais... Ben, c'est des choix collectifs. Moi, Exactement. j'ai déjà fait. Exactement. Tu sais, la fréquentation scolaire, c'était pas obligatoire quand mes parents sont nés. Oui, c'est ça. Les choses évoluent À un moment selon donné, les besoins. Là, on ouais. s'est dit, c'est important que tout le monde aille à l'école. Qu'est-ce que tu allais rajouter? Je veux pas te... Je m'en allais rajouter que c'est ça, le chantier dont tu parles. Il y a vraiment de ce rapport-là des recommandations qui sont sorties envers, dans le fond, ça serait un programme fédéral. Là, dans le fond, ça serait à l'échelle du Canada. Fait qu'ils ont sorti des recommandations. Puis je pense qu'on peut juste espérer pour la suite qu'on se fasse entendre. Puis justement, pour la suite des choses, peut-être qu'il y a des gens qui nous ont écoutés qui ont dit, hey, ils ont eu comme moi des réflexions, puis ils voudraient être au courant des activités du réseau. Est-ce qu'on est présent sur les médias sociaux, le réseau? Oui. Je vais le répéter, le réseau pour la sécurité alimentaire. Oui. Où qu'on vous trouve? On a une page Facebook, puis on a aussi un LinkedIn. OK. Puis dès le printemps, on va aussi avoir un site web rsac.com, donc R-A-S... Voyons. CQ. Excusez-moi. RSACQ, pardon. Parce que le réseau pour la sécurité alimentaire, j'ai oublié, c'est du centre du Québec. Exactement, Il y a- au centre du Québec. Parce Ouais. que, est-ce qu'on a des entités comme ça dans toutes les régions? Pas encore, mais il y a des démarches dans d'autres OK. régions. Nous, on a vraiment pris l'angle de la sécurité alimentaire. Donc, puis la stratégie qu'on préconise, c'est de favoriser un système alimentaire durable, donc un réseau de collaboration territoriale pour favoriser la santé autant économique, sociale qu'environnementale de la collectivité relativement au système alimentaire. Donc, on est vraiment entre sécurité alimentaire, système alimentaire durable, mais il y a des démarches dans d'autres régions. Par exemple, on pense à Boré, au Saguenay, qui essayent de développer vraiment, de voir où les collaborations se développent entre les acteurs du système alimentaire, puis qui développent une identité boréale. C'est super intéressant. Donc, il y a plein de... C'est vraiment effervescent. Puis, à l'échelle québécoise, il y a ce qu'on appelle maintenant le forum SAT pour système alimentaire territorialisé. Donc, c'est vraiment plein de jeux d'échelle comme ça. Là. On a provincial, on a des démarches régionales, puis on a des démarches aussi ici dans la MRC. Il y a ce qu'on appelle le noyau, donc Ben oui, ils vont venir nous voir. Là, Super. Qui est relié, oui et non, avec la Corporation de développement communautaire. exactement. Nicolas Yamaska. Exactement. Puis eux, ils font partie du réseau pour la sécurité alimentaire. Puis nous aussi, on participe au comité sécurité alimentaire du noyau, qui est de la concertation en développement social. Donc, c'est ça. On essaie tout le temps d'avoir une cohérence de nos actions à toutes les échelles là, de gouvernance. Donc, à suivre, ben merci Gabrielle Plamondon et Catherine Villeneuve. Merci beaucoup, Merci à toi, Stéphane. Stéphane.